Donc oui, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler d'adoption et d'implantation de robotique collaborative là, selon un volet gestion des ressources humaines, parce que c'est pas juste d'implanter la technologie, mais en entreprise, il y a tout un processus de gestion de changement aussi qui s'insère là-dedans, dans lequel là, les ressources humaines peuvent prendre part. Donc, ça s'insère dans le cadre d'un mémoire justement en gestion du changement. Puis, c'est sous la direction là, de Nathalie Cadieux et d'Hélène Mosconi. D'abord, pour le contenu, je vais vous présenter un peu pourquoi c'est pertinent de s'intéresser à la robotique collaborative via un volet un peu plus RH. Ensuite, je vais vous mentionner un peu les objectifs là, associés à mon projet de recherche, la méthodologie. Je vais passer brièvement là, sur la méthode parce que je pense que les résultats vont quand même être plus intéressants. Cela dit, là, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Les résultats, il y a une première phase de résultats qui ont déjà été publiés, puis aussi des résultats préliminaires là, associés à ma collecte de données qui n'est pas encore terminée. Puis ensuite, là, si on a le temps, on va pouvoir y aller avec des questions, puis terminer la présentation. Au niveau de la problématique, l'idée, c'était de supporter l'implantation de robots collaboratifs en milieu organisationnel par la recherche dans le domaine de la gestion des RH, parce qu'on observe qu'il y a vraiment un écart de connaissances à ce niveau-là. Donc, on adresse beaucoup l'interaction humain-robot, un peu plus, de plus en plus la collaboration humain-robot, mais le volet humain là-dedans, puis comment qu'on adresse ça est quand même plus nébuleux encore. Puis on note qu'encore aujourd'hui, en 2020, l'implantation technologique au travail demeure un défi pour les entreprises, malgré qu'on travaille beaucoup avec l'Internet, avec les ordinateurs, avec différents logiciels. On automatise aussi de plus en plus, mais on voit qu'il y a quand même des défis. D'une part, pour obtenir un bon retour sur investissement. Donc, une fois que c'est implanté, pour maintenir la productivité, assurer la pérennité aussi des activités de l'entreprise, de vraiment réduire les coûts, là, ce qui est souvent l'objectif quand on utilise des technologies, puis de faire face à la compétition. Puis d'une autre part aussi, d'implanter des technologies comme ça en milieu de travail a quand même des effets sur les travailleurs, surtout au niveau du stress puis de la santé. Puis on ne parle pas juste de santé physique, mais de santé psychologique aussi. Donc, c'est important aussi de pouvoir adresser les impacts que la technologie va avoir à ce niveau-là. Puis aussi, quand ça se passe mal, une implantation, ça peut avoir des impacts sur la satisfaction, l'engagement des employés. Puis ça mène au départ des employés lorsque ces niveaux de satisfaction et d'engagement-là sont bas. En contexte aujourd'hui où il y a quand même un taux de chômage qui est bas, qu'il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre, on veut les garder, les employés, surtout qu'en robotique collaborative, c'est des employés qui travaillent avec le robot, donc on a encore besoin d'opérateurs, on ne les remplace pas. Donc là, s'ils commencent à partir, ça commence à être difficile pour assurer le succès de l'implantation. C'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau des compétences aussi à développer, parce que là, on implante une nouvelle technologie, nécessairement, il va y avoir un écart dans les compétences, les capacités des employés. Les objectifs, c'était d'abord d'explorer la littérature pour voir là, comment la GRH puis la robotique collaborative sont adressées ensemble. Donc, c'était d'aller voir le niveau de connaissance en recherche, à la fois pour l'interaction humain-robot, mais aussi la collaboration en entreprise, de voir c'est quoi les pratiques de GRH qui sont recommandées dans la littérature, puis éventuellement de conceptualiser un modèle pour la recherche. Ensuite, c'était d'identifier des pratiques de gestion. Je vais revenir un peu plus tard pourquoi on est rendu avec des pratiques de gestion, puis pas juste des pratiques de GRH. Puis aussi d'identifier, c'est sûr, là, diverses pratiques de GRH plus spécifiquement, puis leur utilité là, potentielle dans l'implantation de robots collaboratifs, puis de poursuivre la conceptualisation du modèle élaboré là, dans le cadre d'une revue de littérature. Donc, justement, la première phase, c'était une revue systématique de la littérature. Donc, on est allé chercher dans 5 bases de données avec un protocole, des mots-clés, les articles qui pouvaient être pertinents là, pour lier la GRH et la robotique collaborative. C'est sûr qu'on n'a pas gardé 591 articles, on n'en a gardé que 67 là, après plusieurs tris. Puis, on s'est rendu compte que la GRH était un peu moins adressée qu'on pensait. Donc, on a ajouté aussi 3 grandes catégories pour notre analyse de la littérature qui adressaient les facteurs associés à l'humain, au robot et à l'environnement dans l'interaction humain-robot, en se disant que potentiellement, ça aurait un impact aussi sur la collaboration humain-robot, qui est quand même une forme d'interaction en soi. Suite à ça, on a tenté d'élaborer un modèle conceptuel qui intègre le Technology Acceptance Model, donc qui est un modèle quand même assez simple d'adoption technologique. Là, on voulait voir comment on pouvait l'insérer dans un contexte d'implantation. Le modèle, c'est critique, mais il est quand même très intéressant parce qu'il a été étudié beaucoup dans la littérature, donc il y a beaucoup de données à ce niveau-là. Au niveau de la collecte de données, ça s'est fait dans une PME manufacturière québécoise. Donc, on est allé faire des entrevues auprès d'employés et de divers autres acteurs. Donc, en fait, les participants, il y avait un opérateur, un contremaître, un directeur de production, aussi là, un employé des RH. Le fait
qui rendait le cas intéressant, c'était que l'entreprise n'a pas impliqué les RH de façon active, mais l'implantation s'était quand même bien passée. Il y avait aussi des indices d'adoption. Donc, c'est intéressant d'aller voir l'employé des RH qui était là à ce moment-là, puis d'avoir aussi son point de vue. Puis on voulait voir qu'est-ce qu'il a fait, malgré que les RH n'ont pas été impliqués, que ça fonctionne quand même. Puis 3 consultants, donc 2 consultants qui ont travaillé comme intégrateurs pour l'entreprise en question, puis un qu'on a retrouvé nous-mêmes. On aurait aimé ça avoir plus d'opérateurs, mais c'était quand même difficile à recruter, d'une part parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis d'une autre part parce qu'il y en a qui se sont désistés. Donc, ça faisait quand même un tour, on va dire, multidisciplinaire là, de la chose. Au niveau des résultats de la revue littérature, pour les implications possibles pour la GRH, c'était surtout la communication. Donc, c'est pas juste d'implanter la technologie ou le robot, c'est aussi de communiquer l'information aux employés, de leur dire pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va donner, de vraiment les garder informés, surtout de la part des gestionnaires. Donc, ça pouvait susciter là, une meilleure acceptation du robot collaboratif, d'assurer la sécurité, évidemment. Ça, c'est mentionné dans la littérature, mais c'est vraiment un des éléments qui est le plus mentionné, en fait, parce qu'un employé qui craint pour sa sécurité a peu de chances de vouloir utiliser le robot, ou en tout cas, il l'utilisera peut-être pas comme il faut. Impliquer les employés. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de seulement leur communiquer le changement ou leur annoncer qu'on va implanter des robots collaboratifs, par exemple, sur la chaîne de montage, mais c'est de les impliquer dans le processus. C'était, par exemple, d'en prendre un qui adhère quand même rapidement à ce changement-là, puis de l'utiliser un peu comme un ambassadeur du changement pour aller convaincre les autres que c'est bon. Il pourrait agir aussi un peu comme un coordonnateur. Donc, on parlait dans la littérature d'un process champion, donc quelqu'un qui partage la vision puis qui engage les autres aussi. Puis aussi d'impliquer la haute direction. Donc, de démontrer un engagement des gestionnaires par rapport au projet, c'est quelque chose aussi qui pouvait mobiliser davantage les employés à vouloir travailler avec le robot, à vouloir changer leur poste là, pour devenir des opérateurs. Puis, évidemment, il y a encore, ça avait déjà été identifié, la lacune du lien entre la gestion des ressources humaines et la robotique collaborative. Donc, c'est sûr qu'il y avait au moins un article qui soulignait le fait qu'en entreprise, il fallait adresser ce point-là davantage. Par manque de temps, je ne peux pas vous faire état des autres résultats de la revue littérature, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les facteurs associés aux robots sont plus adressés. Si vous vous rappelez, là, je vous disais qu'on avait été voir les facteurs humains associés à l'environnement et aux robots. Ça mène à ce qu'il y ait plus de recommandations qui concernent la conception puis la programmation du robot que la façon dont on peut l'intégrer ensuite là, dans une organisation. Donc, on attribue ça possiblement au fait que dans les stratégies en organisation, les gens ont moins le réflexe d'impliquer les RH. Donc, c'est sûr qu'en recherche, ça peut avoir affecté là, comment les connaissances ont été développées à ce niveau-là. Le modèle conceptuel, dans le bas, c'est vraiment le terme là, à partir de variables externes jusqu'à l'utilisation du système. Les flèches grises, c'est vraiment les liens qui ont été suggérés dans la littérature. L'idée, c'est que selon ce modèle-là, il y a des variables externes, soit associées à l'humain, au système technologique en soi, au contexte de l'environnement ou de la tâche, qui vont influencer la façon dont l'utilisateur va percevoir l'utilité de la technologie puis sa facilité d'utilisation. Puis ça, ultimement, ça va influencer s'il va avoir une attitude positive ou non par rapport à utiliser cette technologie-là, finalement l'intention réelle là, de l'utiliser, puis l'utilisation. Nous, ce qu'on ajoute, c'est les flèches noires et bleues. Dans le fond, on ajoute la collaboration humain-robot dans le sens où il faut nécessairement une utilisation du système pour parler de collaboration. Ensuite, on n'a pas positionné les facteurs qui influencent la collaboration, là, humain, robot et environnementaux, comme facteurs on les a pas insérés en facteurs externes dans le modèle parce qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur ces facteurs-là en termes d'implantation de la robotique collaborative. Puis, la flèche vers les RH, c'est pour dire que selon les facteurs qu'on identifie dans le contexte, probablement que ça va influencer les pratiques RH qu'on va mettre en place. Comme une fois, on ne parle pas juste d'adoption de la technologie ou de l'utilisation, on parle vraiment d'une implantation en contexte organisationnel. On va aussi parler de gestion de changement. Donc, c'est pour ça qu'on a inséré aussi l'engagement dans le changement, suivant les pratiques RH. Donc, on sait déjà que des pratiques RH vont amener les employés à être beaucoup moins résistants à l'implantation d'un changement puis à l'adopter aussi plus ou moins rapidement. Donc, on se dit que selon le type de technologie, selon les caractéristiques, soit de la personne, donc de l'utilisateur, du robot, de l'environnement, ça va amener aussi des attitudes, ultimement, des résistances aussi par rapport aux robots collaboratifs. Puis, on va avoir besoin des pratiques RH pour diminuer l'impact de ces résistances-là, puis ultimement engager davantage les employés. Puis, on se dit que des employés engagés dans le changement auraient théoriquement une meilleure intention, une plus grande intention d'utiliser la technologie puis de vouloir réellement collaborer parce qu'on peut supposer que
l'opérateur pourrait utiliser la technologie, mais que la collaboration ne serait pas nécessairement optimale. Donc, il y a tout ça. Donc, les flèches noires, c'est des flèches, c'est des relations à explorer encore. C'est pas nécessairement prouvé dans la littérature, mais c'est pour des recherches futures. Puis, en ce qui concerne les flèches bleues, c'est vraiment des liens de modération. On se dit, on pourrait explorer ces liens-là, voir comment les pratiques RH jouent dans ce contexte-là. Au niveau des résultats préliminaires, donc ça, c'est vraiment associé à la collecte de données. On s'est rendu compte lors du codage qu'on ne pouvait pas juste focaliser sur l'apport des RH parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, malgré le fait que l'implantation s'était bien déroulée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un volet, une catégorie facteurs organisationnels qui serait à prendre en compte, qui impliquait des bonnes pratiques, mais aussi des facteurs de succès. Donc, on a repris une classification en 4 catégories en utilisant encore une fois les facteurs liés à l'humain, au robot et à l'environnement. Puis, on a ajouté les facteurs organisationnels. Dans ces facteurs-là, on a aussi ajouté les variables associées là, au TAM, surtout la perception d'utilité du robot, puis la facilité d'utilisation. Donc, on voulait voir aussi ça, comment ça se traduisait dans le contexte organisationnel. Au niveau de ces facteurs-là, dans le fond, pour les résultats préliminaires, on en a beaucoup. Le codage n'est pas terminé, c'est encore en train d'être travaillé. Donc, je vais vous présenter seulement certains facteurs organisationnels en termes de facteurs de succès et de pratiques à favoriser. D'abord, ce qui est ressorti comme important, c'est de former les employés. Ce qui est intéressant, c'est pas juste de former, par exemple, sur l'utilisation du robot collaboratif, mais c'est de former sur la sécurité, sur la programmation, sur d'autres aspects techniques. Puis ça ne concerne pas juste les opérateurs. C'est là aussi qu'il faut former, par exemple, des techniciens, les contremaîtres, même si les contremaîtres ne vont pas travailler directement avec le robot, les professionnels RH aussi. Parce que l'idée a été mentionnée d'impliquer les professionnels RH dans le projet d'implantation, mais si ces gens-là ne connaissent pas bien la robotique collaborative, c'est difficile pour eux aussi d'avoir un input qui est pertinent, puis de pouvoir le faire cheminer le projet de façon positive. Puis on amène aussi de former avant l'implantation. Un des dangers avec l'implantation technologique, c'est qu'il y a des entreprises qui vont l'implanter, puis ils forment les employés après. De former avant, ça permet aux employés d'avoir plus de temps pour développer leurs connaissances, leurs compétences, puis aussi d'assimiler l'information, puis de comprendre, OK, ça s'en vient, je me sens un peu plus près que si on les jette un peu trop vite dans le feu de l'action. Offrir du soutien aux employés. Donc ça, la formation, c'est une forme de soutien, mais c'est aussi des rassurer. Donc c'était d'aller, par exemple, dans nos entrevues, c'était d'aller sur le terrain, de leur demander comment ça va, d'adresser les craintes, de les encourager, de leur dire que ça va bien se passer, qu'ils ne lâchent pas, des choses comme ça, puis même de proposer un autre poste. Il y a des différences, là. Des fois, les jeunes sont plus à l'aise à travailler avec des robots que, par exemple, des générations plus vieilles. Il y en a qui ne voudront pas travailler avec le robot. Puis, dans l'idée de les garder, c'est peut-être leur offrir un poste où ils n'auront pas à travailler avec le robot, puis de prendre quelqu'un qui serait plus intéressé qu'eux à le faire pour essayer là, de garder ça gagnant-gagnant. Ça permet justement de leur offrir du soutien, de dire on considère aussi tes intérêts là-dedans. Arrimer les activités RH. Ça, c'est un volet important. C'était surtout en termes de postes. Donc, de revoir les structures de rémunération, c'est de dire, bon, on change les postes, on s'est rendu des opérateurs maintenant avec un robot à côté d'eux. Est-ce qu'on revoit la façon dont on les rémunère pour leurs tâches? C'est quoi les profils qu'on recherche aussi à ce niveau-là? Parce que là, on arrive avec un nouveau type de poste, des nouvelles tâches. Les personnes qu'on recherche pour faire ça en termes de compétences, en termes de personnalité, d'attitude, qu'est-ce qu'on veut? Puis c'est sûr que ça doit être cohérent avec la description du poste. Donc, c'est pas juste de... Des fois, le danger, c'est d'implanter le robot, de redéfinir le poste un peu de façon informelle sans vraiment le documenter. Ça, après ça devient difficile, mais tout au niveau du recrutement, puis de revoir comment on gère ces employés-là. Donc, de revoir qu'est-ce qu'on attend, encore une fois, en termes de compétences pour ce poste-là, c'est quoi les tâches spécifiques que la personne va avoir à faire, etc., etc. Puis, ça permet aussi de mieux adresser la promotion pour le recrutement. On a déjà de la difficulté à recruter des employés là, dans le milieu manufacturier, de voir c'est qui notre public cible. Dans ce cas-ci, ce qui était nommé, c'est surtout peut-être des jeunes, des gens qui vont trouver ça, on va dire, cool de travailler avec des robots versus d'autres employés peut-être plus vieux qui, pour eux, même avoir un téléphone intelligent, c'est demandant puis ça ne leur tente pas. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Puis c'est pour ça qu'il faut impliquer les RH aussi pour avoir les bons employés, ultimement, pour faire ça. Assurer la sécurité des employés, ça revient un peu avec la formation, mais c'était d'impliquer les RH dans la gestion de la santé et sécurité. Donc, c'est une de leurs expertises. C'est des gens qui connaissent bien les normes, connaissent bien les bonnes pratiques et tout. Donc, en les insérant là, dans la loupe d'implantation, ça leur permet d'adresser des points peut-être qu'en tant qu'intégrateur ou en tant que gestionnaire, il y a des angles morts, des choses qu'on n'a pas vues. Puis, évidemment, de mettre des mesures de sécurité pour tous. Donc, c'était mentionné des fois qu'il y avait des gens dans certaines entreprises qui avaient eu des robots collaboratifs qui n'étaient pas au courant de c'est quoi un robot, ni des mesures de sécurité. Puis là, ils passaient un peu trop près, ils manquaient de se faire frapper, des choses comme ça. Fait que c'est comme d'assurer, même si on ne travaille pas avec le robot, qu'on sait quoi faire là, quand on est dans une proximité.
Finalement, aussi, s'assurer une bonne gestion de projet, puis une bonne introduction du changement. Puis ça, c'est important que les deux viennent ensemble. Si on fait juste on adopte juste une perspective de gestion de projet en implantation de robotique collaborative, on n'adresse pas vraiment la résistance des employés. Le projet peut rentrer dans les temps, peut avoir des ressources utilisées de façon optimale, des choses comme ça, mais après ça, on ne peut pas garantir que les employés vont bien l'utiliser. Donc, au niveau de la gestion de projet, c'est beaucoup dans la relation intégrateur, par exemple, et entreprise, d'avoir un gestionnaire de projet au sein de l'organisation, de s'assurer aussi que ce gestionnaire-là a des bonnes compétences en termes de gestion de projet, de s'assurer peut-être que l'entreprise met à la disposition des intégrateurs aussi une équipe qui est multidisciplinaire, qu'il y ait une bonne concertation aussi entre tous les acteurs, donc une bonne communication, une bonne échange d'informations, qu'il y ait une préparation aussi avant l'implantation. Ça, c'est plus les intégrateurs qui mentionnaient que de savoir un peu comment ça va s'aligner l'implantation, qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on va procéder. Ça facilitait l'implantation le jour J, de savoir est-ce qu'on implique les employés ou pas. Donc, toutes les modalités, là, que ça soit assez clair. Puis, bien sûr, un suivi post-implantation, parce qu'une fois qu'on implante la technologie, ça se peut que les employés soient moins contents ou qu'il y ait finalement des petits problèmes auxquels on n'a pas pensé. Puis, c'est important de faire le suivi auprès d'eux. Introduction adéquate du changement, c'est surtout d'aller voir est-ce que les employés sont au courant que les robots vont être implantés? Quand est-ce que ça a été annoncé? Est-ce qu'ils sont au courant des modalités? On peut leur présenter l'échéancier aux employés, on peut l'afficher l'échéancier pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient. Puis d'introduire les robots collaboratifs, c'est pas juste de leur expliquer, mais ça peut être de leur montrer des vidéos, des images, de les faire participer, par exemple, à une démonstration, de leur faire essayer les robots avant même qu'ils soient implantés, même si ce n'est pas exactement le robot là, avec lequel ils vont travailler. Puis évidemment, adopter un rythme graduel. Donc, on ne va pas implanter 10 robots d'un coup. On peut commencer par un, voir comment ça se passe. Puis là, justement, on bâtit aussi la confiance des gens envers cette nouvelle technologie-là. Puis, d'adopter une vision commune, c'est d'engager les employés dans la vision qu'on a du projet, puis qu'ils y adhèrent. Donc, que tout le monde sache où on s'en va, qu'on ait la même cible. C'est sûr que ça rend l'intégration du changement plus facile. Puis, de donner un rôle actif aux employés. Donc, ce n'est pas, encore une fois, juste de leur communiquer le changement, c'est qu'ils soient présents, par exemple, lors de l'installation, qu'ils puissent un peu fouiner, si on veut, regarder qu'est-ce qui se passe, poser leurs questions, aller chercher leur avis aussi, puis leurs commentaires, de voir, là, on peut même les questionner, de dire, toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le cadre de ton poste? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Parce qu'on ne veut pas automatiser ce qui va bien, on veut quand même automatiser des fois ce qui va moins bien, ce qui est plus difficile, pour garder là, la collaboration optimale. Donc, c'était beaucoup d'informations. Je ne sais pas là, si vous aviez des questions. Puis, dans le fond, oui, juste mentionner que la suite du projet, finalement, c'est d'utiliser notre collecte de données pour mieux peaufiner le modèle, puis de voir est-ce qu'il y a des liens, finalement, qu'on pensait qui étaient là, qui ne le sont pas, ou au contraire, est-ce qu'il y a des nouveaux liens. Donc, voilà. Si vous avez des questions, sinon, vous pouvez m'écrire aussi.